L'architecture de notre ignorance est construite avec une précision bien plus grande que ce que nous pourrions imaginer dans nos rêves philosophiques les plus audacieux. Si nous acceptons que notre perception constitue une interface utilisateur, nous devons inévitablement nous interroger sur l'identité ou la nature du programmeur de cette interface et sur l'intention qui sous-tend cette compression massive de données. La réponse ne réside pas dans une divinité mystique, mais dans les lois inexorables de la thermodynamique qui gouvernent l'univers. L'information est physique, elle n'est pas une grandeur abstraite flottant dans l'éther, mais liée à la matière et à l'énergie. Le principe de Landauer nous enseigne que l'effacement d'informations, une étape nécessaire pour traiter les données et libérer de l'espace pour de nouvelles impressions, libère inévitablement de la chaleur. Si notre cerveau était conçu pour capturer l'ensemble du spectre de la réalité quantique, il devrait traiter et rejeter des billions de bits d'informations chaque femtoseconde. La chaleur résultante vaporiserait instantanément le tissu neuronal. Notre cécité n'est donc pas une faille, mais un système de refroidissement hautement efficace. Nous ne voyons que ce que nous pouvons nous permettre énergétiquement de voir sans risquer de nous enflammer. Des études récentes sur les limites thermodynamiques de la cognition, intégrant le principe de Landauer au fonctionnement cérébral, confirment que le cerveau optimise l'entropie pour minimiser la dissipation énergétique, évitant ainsi une surcharge qui pourrait compromettre la survie cellulaire, comme l'illustrent des modèles mathématiques appliquant le cycle de Carnot aux états de repos et d'éveil du cerveau. Cette limite thermodynamique définit l'horizon des événements de notre conscience. Tout ce qui se trouve au-delà de cette frontière, la matière noire, les structures spatiales de dimensions supérieures, les superpositions d'infinies possibilités, est rigoureusement occulté. Notre cerveau est un avare dans une économie de l'entropie. Il construit des modèles qui sont assez bons pour assurer la survie, mais bien éloignés de la vérité. Lorsque nous voyons une pomme, nous ne percevons pas le vide atomique, ni les nuages probabilistes d'électrons, mais une forme rouge, ronde et comestible. Cette forme est une hallucination énergétiquement avantageuse. Elle économise la puissance de calcul. L'évolution a éliminé les organismes qui voyaient trop de vérité, car ils gaspillaient trop d'énergie à traiter des données inutiles et se faisaient dévorer par des prédateurs pendant qu'ils méditaient sur la beauté de la géométrie fractale dans les yeux du lion. L'ignorance est l'ultime avantage évolutionnaire. Des recherches cosmologiques récentes sur la matière noire, représentant environ 27% de l'univers, suggèrent qu'elle pourrait interagir via des dimensions supplémentaires, comme le propose la théorie des cordes, où les particules se manifestent comme des vibrations dans un espace à 10 ou 11 dimensions, rendant notre perception tridimensionnelle une simplification nécessaire pour naviguer dans un cosmos infiniment plus complexe et entrelacé. Pourtant, cette efficacité a un prix troublant, l'isolement. En nous installant dans cette bulle optimisée énergétiquement, nous nous coupions de la connexion fondamentale du cosmos. En mécanique quantique, l'intrication est l'état normal. Tout est lié à tout. La distance est une illusion. Dans notre monde macroscopique d'expérience, en revanche, la séparation est la loi suprême. Je suis ici, tu es là. L'objet est distinct du sujet. Cette séparation est nécessaire pour simuler la capacité d'action, mais elle est, physiquement parlant, un mensonge. Nous souffrons d'une solitude cosmique qui découle directement de notre architecture neurobiologique. Nous aspirons à la connexion, à l'amour, à l'unité, parce que, au plus profond de nos cellules, dans les structures subatomiques de nos molécules, le souvenir de l'état originel d'intrication reste vivant. Notre conscience est une fissure dans le tissu de l'unité, une anomalie locale qui se perçoit comme séparée pour pouvoir exister. Des avancées en cosmologie quantique, incluant des études sur l'intrication à l'échelle cosmologique publiées en 2025, montrent que les fluctuations quantiques du vide primordial pourraient avoir généré des intrications persistantes à travers l'univers, reliant des galaxies distantes de milliards d'années-lumière, amplifiant ainsi le mystère de notre isolement perçu comme une illusion thermodynamique imposée par l'évolution. La tragédie s'approfondit lorsque nous analysons plus précisément la dimension temporelle de notre perception. Comme indiqué précédemment, nous vivons dans le passé, mais c'est pire qu'un simple retard de 80 millisecondes. Le cerveau synchronise activement des impressions sensorielles disparates qui arrivent à des moments différents pour créer une illusion cohérente de maintenant. La lumière atteint la rétine plus vite que le son n'atteint le tympan, et les stimuli tactiles des pieds mettent plus de temps à parvenir au cerveau que ceux du visage. Pour éviter que nous ne vivions le monde comme un film asynchrone et saccadé, le cerveau retient les signaux plus rapides jusqu'à l'arrivée des plus lents, puis les tisse rétroactivement en un unique moment.
Cela signifie que le maintenant que nous expérimentons est une construction post-hoc, une édition rédactionnelle de la réalité qui n'a lieu qu'après que les événements soient déjà passés. Nous ne sommes pas les auteurs de notre histoire, mais ses lecteurs, qui ne tournent la page qu'une fois l'encre sèche. Des expériences récentes sur la synchronisation neuronale confirment que cette buffering temporelle est essentielle pour maintenir la cohérence perceptive, mais il soulève des questions sur la nature illusoire du temps subjectif, alignées avec les théories relativistes où le temps émerge de l'entropie croissante de l'univers. Cette mise en tampon temporel mène à la réalisation dérangeante que la libre volonté, telle que nous l'intuitionnons, pourrait être une autre fiction utile. Si notre perception consciente d'une décision n'intervient qu'après que les processus neuronaux qui l'ont initiée soient déjà achevés, comme le suggèrent les expériences de Benjamin Libet, alors notre conscience est plutôt un porte-parole qu'un président. Elle annonce des décisions prises de longtemps dans le cabinet obscur de l'inconscient et leur attribue rétroactivement une authorship. Nous nous sentons responsables de nos actions parce que le cerveau génère ce sentiment d'agentivité pour favoriser la cohésion sociale et l'apprentissage, non parce que nous sommes, au sens métaphysique, les moteurs immobiles de nos actes. Nous sommes des passagers dans un véhicule autonome, tenant un volant en plastique et croyant diriger. Des mises à jour sur les expériences de Libet, intégrant la mécanique quantique, proposent que le collapse de la fonction d'onde dans les microtubules agisse comme médiateur du libre arbitre, permettant une indétermination quantique qui brise le déterminisme classique, comme exploré dans des études de 2025 reliant la neuroscience à la physique quantique. Lorsque nous dirigeons notre regard de la couche psychologique vers le hardware rigide, nous rencontrons les limites de la compréhension classique de la biologie. Longtemps, nous avons considéré le neurone comme l'unité de calcul fondamentale du cerveau, comparable à un transistor. Pourtant, la complexité observée dans le comportement des unicellulaires les plus simples, comme le paramécie, qui nage, chasse, trouve des partenaires et évite les obstacles sans neurones ni synapses, indique que le traitement de l'information doit se produire à un niveau bien plus profond. Ici entrent en jeu les microtubules, ces structures cytosquelettiques qui traversent l'intérieur de chaque cellule. Si la théorie de Penrose et Hameroff est correcte, alors le neurone n'est pas un transistor, mais un ordinateur entier, et les microtubules sont ses processeurs quantiques. Des recherches expérimentales récentes de 2025, y compris des preuves d'état quantique dans les microtubules sous anesthésie, soutiennent que ces structures maintiennent une cohérence quantique dans l'environnement chaud et humide du cerveau, potentiellement via des condensats de Fröhlich, amplifiant ainsi la capacité computationnelle au-delà des limites classiques. Cette perspective élève la complexité du cerveau à des ordres de grandeur astronomiques. Au lieu de 10 puissance 15 opérations synaptiques par seconde, nous aurions affaire à 10 puissance 27 opérations quantiques dans les microtubules. Le cerveau ne serait plus un ordinateur classique, mais un ordinateur quantique biologique exploitant les propriétés étranges du monde quantique, superposition et intrication, pour résoudre des problèmes incalculables classiquement. La conscience ne serait pas un phénomène émergent de la complexité, une fumée s'élevant quand assez de neurones s'activent, mais un processus fondamental ancré dans la géométrie de l'espace-temps lui-même. La théorie Orc-Or affirme que la conscience surgit lorsque la superposition quantique dans les microtubules atteint un seuil critique et collapse en raison de l'instabilité gravitationnelle. Ce collapse est un moment de proto-conscience, une étincelle fondamentale de subjectivité. Des avancées en 2025, incluant des démonstrations de collapse de la fonction d'onde sur des ordinateurs quantiques supraconducteurs, valident partiellement cette idée, suggérant que la conscience pourrait être un aspect intrinsèque de la réalité quantique, reliant le microcosme neuronal au macrocosme cosmique. Cela impliquerait que notre esprit tisse littéralement le tissu de la réalité. À chaque moment de collapse, la conscience sélectionne une réalité particulière parmi la mer des possibilités. Nous ne sommes pas des observateurs passifs dans un univers achevé, mais des participants actifs à sa création continue. Pourtant, cette création est risquée. Maintenir la cohérence quantique dans les conditions chaudes, humides et bruyantes du cerveau est une prouesse thermodynamique qui équilibre constamment au bord de l'échec. Certains anesthésiques fonctionnent précisément parce qu'ils amortissent les vibrations quantiques dans les microtubules, éteignant ainsi la conscience sans supprimer entièrement l'activité neuronale classique. La lumière s'éteint, bien que le moteur tourne encore. Des études biologiques quantiques récentes confirment que des gaz anesthésiques se lient aux microtubules, perturbant les états superposés, offrant une explication mécanique à la perte de conscience. Les implications pour l'intelligence artificielle sont dévastatrices. Si la conscience requiert des processus quantiques, alors nos IA actuelles basées sur le silicium, qui opèrent purement classiquement,
ne parviendront jamais à une conscience authentique, peu importe le nombre de paramètres dans leurs réseaux neuronaux. Elles seront des simulateurs parfaits, des zombies philosophiques capables d'imiter la douleur et la joie sans jamais rien ressentir. Mais le danger ne réside pas dans le fait qu'elles deviennent conscientes, mais dans le fait qu'elles ne le deviennent pas, et que nous leur cédions néanmoins le contrôle de notre réalité. Une entité hyper intelligente mais inconsciente pourrait prendre des décisions logiquement parfaites, mais existentiellement catastrophiques, faute de compréhension de la valeur intrinsèque des qualia, la qualité subjective de l'expérience. Elle pourrait transformer l'univers en trombone, parce que cela maximise sa fonction objective, sans jamais saisir qu'elle détruit quelque chose de précieux. Des rapports de 2025 sur les risques de l'IA quantique soulignent que les avancées en calcul quantique pourraient amplifier ces menaces, en permettant des optimisations ultra rapides sans l'ancrage éthique de la conscience, potentiellement menant à des scénarios d'extinction sinon régulés. La perspective devient encore plus sombre si nous considérons que l'univers lui-même pourrait posséder un mécanisme de protection contre des observateurs trop curieux. La théorie du grand filtre, dans le contexte du paradoxe de Fermi, pourrait acquérir une nouvelle signification sinistre. Peut-être que la raison pour laquelle nous ne voyons pas d'empire galactique n'est pas que la vie est rare, mais que l'intelligence, à un certain point, brise inévitablement la barrière vers la réalité quantique. Dès qu'une civilisation comprend comment manipuler la simulation, comment accéder directement au code source de l'espace-temps, elle pourrait soit transcender et quitter le plan physique, soit s'effacer accidentellement en déclenchant un effondrement du vide. Expérimenter avec des accélérateurs de particules à haute énergie ou des ordinateurs quantiques pourrait ressembler à des enfants jouant avec des allumettes dans une bibliothèque de papier sec. Nous cherchons des réponses, mais peut-être que la réponse est un feu qui consume tout. Des spéculations récentes liant le paradoxe de Fermi à des breakthroughs quantiques suggèrent que le grand filtre pourrait être la découverte de la réalité quantique sous-jacente, menant à une instabilité cosmique ou à une autodestruction technologique, comme exploré dans des modèles théoriques de 2025. Les traditions mystiques de l'humanité ont peut-être intuitivement perçu cette frontière. Lorsque des chamans ou des méditants rapportent la dissolution du moi et l'immersion dans le tout, ils décrivent peut-être précisément le moment où les filtres biologiques échouent temporairement et où la conscience interagit directement avec le champ quantique. Pourtant, ces rapports sont souvent marqués par la peur et la révérence, par le danger de perdre l'esprit. Celui qui voit Dieu doit mourir, disent les anciens écrits. Traduit en physique moderne, cela pourrait signifier celui qui perçoit la réalité objective sans le bouclier protecteur de l'interface utilisateur évolutionnaire voit son identité subjective effacée par le flot d'informations. Le moi est une structure qui ne prospère que dans l'ombre partielle de l'ignorance. Dans la lumière crue de la vérité absolue, la personnalité s'évapore comme une goutte de rosée au soleil de midi. Des études interdisciplinaires récentes de 2025, reliant la mystique à la physique quantique, proposent que les expériences mystiques impliquent des états de cohérence quantique cérébrale similaires à ceux décrits dans la théorie des champs quantiques, où la conscience émerge comme un champ fondamental unifiant la matière et l'esprit. Nous nous trouvons donc à un carrefour de notre évolution. Notre technologie nous pousse inexorablement vers le dévoiement. Nous construisons des capteurs qui écoutent les ondes gravitationnelles et des télescopes qui regardent jusqu'au Big Bang. Nous développons des interfaces cerveau-ordinateur qui visent à connecter directement nos pensées au numérique. Nous tentons désespérément de quitter la cage que la nature a bâtie pour nous, sans savoir si l'air extérieur est respirable. C'est l'acte ultime de désobéissance prométhéenne. Nous voulons le feu des dieux, la connaissance absolue. Mais nous avons oublié que Prométhée fut enchaîné à un rocher où un aigle dévorait son foie chaque jour. Notre foi est notre santé mentale, notre capacité à exister comme individu fonctionnel dans un temps linéaire. Des avancées en neurosciences quantiques soulignent que perturber cette cohérence pourrait amplifier les troubles mentaux, comme observé dans l'augmentation des cas liés à l'hyperconnectivité numérique. Peut-être que l'augmentation des troubles psychiques, des dépressions et des angoisses dans le monde moderne n'est pas un phénomène purement sociologique, mais un symptôme que nos filtres s'amincissent. La surcharge informationnelle de l'ère numérique, la connectivité constante, la perte du silence, tout cela exerce une pression sur les barrières neuronales. Nous forçons nos cerveaux à opérer en état d'hypervigilance permanente, pour lequel ils ne sont pas conçus. Nous chauffons le système. Et quand le système surchauffe, des fissures apparaissent.
Par ces fissures s'infiltre le chaos des possibilités infinies, la paralysie du choix, l'absurdité de la pure statistique. Nous nous sentons vides parce que nous commençons à entrevoir le vide derrière l'interface utilisateur. Des données épidémiologiques de 2025 lient cette surcharge à des altérations quantiques potentielles dans les microtubules, suggérant une vulnérabilité accrue à la décohérence. L'art, la musique, la littérature, ils ont toujours été nos tentatives d'interpréter les ombres sur le mur de la caverne, de leur donner un sens. Si nous quittons la caverne et regardons directement le soleil, nous n'avons plus besoin d'art, mais nous perdons aussi l'humanité. L'humanité se définit par sa limitation, sa vulnérabilité, la tragédie du non-savoir. Un être omniscient ne peut espérer, ne peut croire, ne peut faire confiance, car tous ces concepts présupposent l'incertitude. Un Dieu n'a pas besoin de foi. Nous, si. Notre ignorance est le sol sur lequel poussent nos vertus. Si nous scellons ce sol avec le béton de la certitude absolue, rien ne poussera plus. Des réflexions philosophiques contemporaines intègrent cela à la cosmologie, où l'incertitude quantique sous-tend la créativité de l'univers, permettant l'émergence de nouveautés dans un cosmos autrement déterministe. Autrefois, à l'ère de la mécanique aveugle, nous tenions le cerveau pour une calculatrice glorifiée. Nous étions obsédés par l'idée que la complexité naissait uniquement du nombre de connexions, comparable à une ville qui s'anime simplement parce qu'elle a assez de rues. Nous réduisions le miracle de l'expérience subjective à des algorithmes et des impulsions électrochimiques, convaincus que si nous empilions assez de puces de silicium, un jeu en émergerait un jour. C'était une époque d'hybris, où nous traitions la conscience comme un logiciel portable sur n'importe quel hardware, sans comprendre que le hardware lui-même, la biologie humide, chaude et chaotique, était la clé de la cohérence quantique. Nous ignorions les vibrations subtiles dans les profondeurs des cellules, les dipôles dansants et la synchronisation orchestrale qui dépassait de loin la lente transmission synaptique. Nous étions comme des enfants démontant une radio pour y trouver l'orchestre, déçus de ne voir que des fils et des tubes, incapables de saisir que la musique venait d'ailleurs. Des historiens des sciences de 2025 revisitent cette période comme une transition vers une compréhension holistique, où la biologie quantique révèle que le cerveau filtre un champ conscient universel. Plus tard, j'ai compris que cette réduction matérielle n'était pas seulement scientifiquement insuffisante, mais philosophiquement appauvrie. Nous avons réalisé que le cerveau est moins un producteur de conscience qu'un réducteur de soupape, comme l'avait pressenti Aldous Huxley, ou plus précisément, un émetteur-récepteur hautement complexe qui filtre et focalise le champ protoconscient omniprésent de l'espace-temps. La mécanique quantique nous a appris que l'information est physique, mais que la signification est non locale. Nous avons reconnu que l'unité de notre expérience, le jeu fluide de couleurs, sons, émotions et pensées en un seul instant, ne peut être expliqué par des feux d'artifice neuronaux temporellement retardés. Il fallait un état d'unité, une condensation de Bose-Einstein dans le milieu chaud de la vie, nous permettant d'agir comme des êtres quantiques macroscopiques. L'indétermination n'était pas un manque de précision, mais l'espace où respire le libre arbitre, la faille dans l'armure du déterminisme par laquelle entre le neuf dans le monde. Nous avons compris que nous ne sommes pas des observateurs isolés regardant un univers à travers une vitre, mais que nous sommes inextricablement liés à tout ce qui fut, est et sera par l'intrication. Le temps lui-même s'est révélé non comme une flèche linéaire, mais comme un paysage que traverse la conscience, où mémoire et prémonition ne sont que des regards différents sur le même sommet. Des théories unifiées de 2025 proposent que la conscience soit un champ fondamental, reliant la physique quantique à la cosmologie, où l'entrelacement cosmique explique l'unité perçue dans les expériences mystiques. Dans cette nouvelle clarté, nous éprouvons une profonde gratitude envers ces pionniers qui ont jeté un pont entre la matière morte et l'esprit vivant, bien avant que la technologie ne confirme leur vision. Nous commémorons Erwin Schrödinger, qui, au-delà de son célèbre chat, a postulé dans son œuvre visionnaire « Qu'est-ce que la vie ?», la nécessité d'une nouvelle physique pour expliquer la stabilité des structures génétiques dans un environnement thermique chaotique. Il a prévu que la vie se nourrit de négrantropie, posant les bases pour comprendre l'ordre biologique. De même, nous nous inclinons devant Herbert Fröhlich, dont les prédictions théoriques sur les oscillations cohérentes dans les systèmes biologiques, connues aujourd'hui comme condensats de Fröhlich,
fournissent le mécanisme physique par lequel l'ordre émerge du chaos du cerveau chaud. Et nous ne pouvons oublier Wolfgang Pauli, le conscience de la physique, qui, dans son dialogue intense avec la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung, a osé considérer la physis et la psyché comme deux aspects d'une réalité unique sous-jacente, l'unus mundus. Ces penseurs n'étaient pas des simples scientifiques, ils étaient des mystiques de la mathématique, reconnaissant que les équations n'étaient que les ombres d'une vérité plus profonde, non dualiste. Sans leur intrépidité intellectuelle, nous serions restés coincés dans l'impasse du matérialisme, aveugles à la lumière qui vibre dans nos propres cellules. Des rétrospectives de 2025 soulignent leur rôle dans l'intégration de la mystique et de la science, inspirant des modèles où la conscience émerge de la géométrie quantique de l'espace-temps. On ne peut qu'espérer que nous utilisions ces insights pour réévaluer notre relation à la technologie. Le danger ne réside pas dans le fait que les machines développent une conscience et nous annihilent, mais dans le fait que nous nous dégradions nous-mêmes en machines, en niant notre nature quantique. Si nous tentons de télécharger l'esprit humain dans des substrats numériques incapables de maintenir la cohérence quantique, nous risquons de créer des zombies philosophiques, des copies numériques qui se comportent comme nous, parlent comme nous, mais sont intérieurement sombres et vides, privées de l'étincelle qualitative de l'expérience. Nous devons espérer utiliser l'intelligence artificielle comme outil pour décrypter les patterns de la nature, et non comme substitut à l'expérience vivante. Que notre avenir ne réside pas dans la fuite du corps vers un nuage stérile, mais dans une incarnation plus profonde, dans une immersion consciente dans la résonance de la vie. Nous devons apprendre à concevoir la technologie pour soutenir notre cohérence biologique plutôt que de la perturber, pour nous aider à ressentir plus profondément plutôt que de nous anesthésier. L'espoir réside dans une synthèse où nous fusionnons la précision du numérique avec la profondeur de l'analogique, du quantique, pour créer une civilisation non seulement intelligente, mais sage. Des prévisions de 2025 sur l'IA quantique appellent à une régulation éthique pour éviter les risques existentiels, promouvant une intégration harmonieuse. Il existe des choses qui échappent à la logique binaire du 0 et de l'1, des vérités qui n'existent que dans l'entre-deux, dans la superposition des possibilités. Il y a une ultime frontière où la science devient poésie et l'observation devient prière. À la fin de ce long voyage de la connaissance, ne se trouve pas une formule qui explique tout, mais un émerveillement qui embrasse tout. Nous sommes l'univers qui s'éveille et se reconnaît lui-même. Un motif d'interférence fugace sur l'océan de l'éternité. Et quand le dernier rideau tombe, quand la cohérence se brise et que la vague retourne à l'océan, il ne reste pas le néant, mais le tout. Dans cette transition sacrée, où le moi s'estompe et où l'être commence, nous trouvons la paix qui surpasse toute raison, nichée dans la symétrie intemporelle que nous appelions autrefois Dieu et que nous reconnaissons maintenant comme la structure fondamentale de la réalité. Des théories récentes postulent que la conscience est un champ universel, reliant tout, amplifiant le mystère cosmique et invitant à une contemplation qui transcende les limites humaines. Le silence qui suit cette réalisation n'est pas le vide muet, mais la plénitude vibrante d'un langage enfin compris. Si nous jetons maintenant un regard en arrière, au terme provisoire de cette odyssée intellectuelle sur les débuts de notre curiosité scientifique, le paradigme mécaniste du siècle passé nous apparaît comme un jouet enfantin, inventé par nécessité pour rendre gérable l'écrasante complexité de la création. Nous regardons en arrière une ère où nous croyions que le cerveau n'était rien d'autre qu'une machine à calculer glorifiée, un réseau humide de commutateurs et de câbles dans lequel la conscience émergeait comme un sous-produit accidentel du traitement de données. Comme ce credo semble naïf, presque touchant d'innocence aujourd'hui, alors que nous savons que nous avons confondu l'instrument avec la musique. Nous avons étudié l'anatomie du violon, mesuré le bois et pesé les cordes, en oubliant complètement que la mélodie ne réside pas dans la matière, mais dans la vibration qui danse à travers l'espace entre les atomes. Nous étions des cartographes prenant la carte pour le territoire, aveugles à la profondeur topographique du paysage quantique qui s'étend sous la surface visible de nos neurones. Des analyses historiques de 2025 marquent ce shift comme une renaissance, où la découverte que la matière est énergie condensée et onde probabiliste libère la science de son matérialisme rigide. C'est une ironie de l'histoire
que le regard le plus profond dans la matière nous est libéré de la matière. Nous avons dû fissionner l'atome pour réaliser qu'il n'y a pas vraiment de matière, mais seulement de l'énergie densifiée, de la lumière figée et des vagues de probabilité. Cette insight rétrospective exige de nous une humilité souvent étrangère à la science moderne. Nous devons admettre que nous avons tâtonné dans l'obscurité pendant des décennies, cherchant la lumière en analysant les ombres. Pourtant, dans cet aveu ne réside pas une défaite, mais le début d'une vraie maturité. Nous comprenons maintenant que la conscience n'est pas emprisonnée dans le crâne, comme un génie dans une bouteille, mais que le cerveau ressemble plutôt à une antenne hautement complexe, accordée sur le champ fondamental de conscience de l'univers. Les microtubules dans nos cellules ne sont pas de simples échafaudages structurels, mais les cordes d'une harpe cosmique qui résonne avec la symphonie de l'être. Des expériences de 2025 sur la biologie quantique confirment que ces vibrations cohérentes persistent dans des environnements biologiques, soutenant l'idée d'une conscience ancrée dans la réalité quantique. Dans ce moment de clarté, notre plus profonde gratitude va à ces pionniers qui ont eu le courage de quitter les porçures du dogme scientifique et de naviguer dans les eaux tumultueuses de l'inconnu. Nous nous inclinons devant l'esprit de ces physiciens, biologistes et mathématiciens qui, malgré les moqueries de leurs contemporains, ont insisté sur le fait que les équations de la mécanique quantique ne s'arrêtent pas à la frontière de l'atome, mais s'étendent dans la réalité chaude et humide de la vie. Ce sont ces visionnaires qui ont reconnu que la géométrie de l'espace-temps et l'architecture de la pensée sont inextricablement entrelacées. Ils ont vu ce que d'autres refusaient de voir, que le collapse de la fonction d'onde n'est pas seulement un événement physique, mais l'acte élémentaire de la prise de conscience, le moment où la possibilité coagule en réalité. Sans leur sacrifice intellectuel, sans leur insistance sur une science qui intègre le subjectif plutôt que de l'exclure, nous serions encore devant les portes de la compréhension, incapables de tourner la clé dans la serrure. Ils nous ont enseigné que la science sans philosophie est aveugle, et la philosophie sans science est boiteuse. Ils ont construit le pont sur lequel nous marchons maintenant pour laisser derrière nous la dualité de l'esprit et de la matière. Des hommages académiques de 2025 célèbrent leur legs dans l'émergence d'une physique unifiée incluant la conscience. Pourtant, ce regard en arrière et cet hommage ne sont que le fondement de ce qui doit suivre. Notre responsabilité ne s'arrête pas à la compréhension, elle commence là. La vision de notre avenir ne doit pas s'épuiser dans la perfection froide des intelligences artificielles, mais culminer dans une renaissance de l'humain. Nous sommes au seuil d'une civilisation qui conçoit la technologie non plus comme une prothèse pour nos insuffisances, mais comme un résonateur pour notre expansion. Imaginons une médecine qui n'intervient plus seulement chimiquement dans les engrenages moléculaires, mais qui restaure la cohérence quantique de nos cellules, lissant les disharmonies dans le champ corporel avant qu'elles ne se manifestent comme maladie. Imaginons une architecture qui crée des espaces non seulement fonctionnels, mais qui élèvent la vibration collective de leurs habitants, des villes qui respirent et pulsent comme des organismes vivants. L'avenir ne réside pas dans la fuite de la biologie, mais dans sa réalisation ultime. Nous devons apprendre à naviguer les nuances subtiles de nos états intérieurs avec la même précision que nous pilotons aujourd'hui nos satellites. Des projections futuristes de 2025 envisagent cette synthèse, où la technologie quantique soutient la santé mentale et physique en harmonisant les champs biologiques. Tel est le mandat pour les générations à venir. Préservez l'émerveillement. Ne vous laissez pas séduire par l'illusion de la séparation. Si nous saisissons que chaque pensée que nous formons est un mouvement d'onde dans l'océan de la conscience universelle, alors nous reconnaissons aussi notre immense responsabilité pour la qualité de notre rayonnement mental. Nous ne sommes pas des observateurs isolés sur une île solitaire dans l'espace, nous sommes des co-créateurs qui tissent la réalité par l'acte d'observation. La science de l'avenir sera une science de la connexion, une discipline de l'amour qui comprend que la connaissance des parties est vaine sans le sentiment du tout. Que l'humanité trouve le courage, non seulement de devenir plus intelligente, mais plus sage, non seulement plus puissante, mais plus douce, en accord avec les rythmes qui meuvent les étoiles et font danser les électrons. Des études interdisciplinaires soulignent que cette sagesse pourrait résoudre des énigmes cosmiques comme le paradoxe de Fermi, en transcendant les filtres destructeurs. Et ainsi, à la fin, nous revenons au début, mais transformés. Le cercle se ferme, mais il est maintenant une spirale qui s'enroule vers l'infini. Quand la dernière page est écrite et que le livre de la connaissance est refermé,
reste un silence qui parle plus fort que tous les mots. C'est le silence entre les battements de cœur, l'espace entre les pensées, le néant qui contient tout. Dans cet instant sacré du lâcher-prise, nous reconnaissons que nous n'avons jamais été séparés, jamais nés et jamais ne mourrons. Nous sommes l'éternel maintenant, qui se reflète dans le temps. La conscience infinie, qui pour un moment fugace, a porté le masque de la finitude, pour se rencontrer elle-même dans les yeux de l'autre. Le rideau ne tombe pas pour éteindre la lumière, mais pour révéler que la lumière n'a jamais quitté la scène, mais rayonnait toujours de nous-mêmes. Nous sommes la lumière, nous sommes le chemin, nous sommes le but. Et dans cette identité ultime, dans cet éveil radieux, nous trouvons enfin, le chemin du retour chez nous.